Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aymeric Couder, je suis étudiant dans le master, en première année de master droit de l'environnement et de l'urbanisme à Narbonne. Et donc mon sujet traite des rapports entre la notion d'éthique et la pratique de la chasse, et ce à la fois d'un point de vue externe de la pratique, donc de l'éthique de la chasse, mais également d'un point de vue interne, soit de l'éthique à la chasse. Alors pour commencer, quelques définitions. Tout d'abord celle du terme éthique, qui selon le Larousse correspond à un ensemble de principes moraux non écrits, qui peuvent se rapprocher des mœurs, et qui servent de guide moraux au comportement de chacun. Donc il convient de remarquer que cette notion est propre à chacun et qu'elle varie également en fonction des époques et des événements. Le terme de chasse, quant à lui, est défini par le même dictionnaire comme étant l'acte de recherche, poursuite ou attente du gibier qui a pour but ou pour résultat sa capture vivante ou sa mise à mort. Le Larousse reconnaît également un caractère environnemental, culturel, social et économique à cette pratique, et sa définition est directement issue de l'article L420-3 du Code de l'environnement. Le lien entre ces deux termes, entre ces deux définitions, a été établi dans le livre blanc de la Fondation François Sommer du mois de juin 2021 par les termes suivants. L'éthique a pour fonction de prendre sur le terrain le relais de la loi positive, ou plus exactement de ses intentions. En ce sens, elle est une somme d'attitudes d'ordre moral que le chasseur responsable adopte volontairement, parce qu'il sait qu'elle conditionne la pérennité de sa passion, en préservant le cadre au sein duquel celle-ci s'exerce, la nature. Donc cette pratique pose de nombreuses questions de nos jours, mais cependant ces interrogations ne sont pas nouvelles. Ainsi, à la charnière entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, par exemple, Arien, un écrivain grec, s'interroge sur ce que doit être l'idéal du chasseur, et à travers cela en donne une certaine éthique qui doit guider ses actions. Au niveau de l'encadrement par les institutions, des directives globales s'observent au niveau européen, telles que la directive oiseaux de 1979, qui opère un régime de protection sur les oiseaux et leur habitat, et par extension sur leurs œufs ou leurs nids. Elle va donc établir des zones de protection. Il y a également la directive Habitat de 1992, qui va elle aussi créer des zones de protection, mais cette fois-ci en protégeant la faune et la flore dans son intégralité et de manière plus générale, et qui va venir intégrer les zones précédemment établies par la directive oiseaux. La directive Habitat protège particulièrement les espèces menacées. L'application de ces directives provoque aujourd'hui régulièrement des tensions avec le monde de la chasse. Ça a été le cas par exemple en 2018 ou encore en 2021. Au niveau national, d'autres actions sont menées, parfois contradictoires avec ces directives ou avec leur objectif poursuivi. Alors j'ai pris un exemple antérieur à ces directives, c'est dans les années 1960, en réaction à un constat qui était fait qu'avec la mécanisation de l'agriculture, le changement des espèces cultivées sur le sol français et l'usage de plus en plus important de néonicotinoïdes, des baisses de population avaient été observées par l'empoisonnement notamment des jeunes oiseaux. En réaction, l'État français a développé les faisanderies du domaine de Rambouillet, donc des élevages d'État, afin de fournir environ 25 000 animaux par an pour opérer des lâchers initialement de repeuplement. Cependant, des dérives ont été constatées à l'époque, et ce sont des dérives qui ont toujours cours aujourd'hui. Et à cela, Charles Stepanov, anthropologue qui a rédigé l'ouvrage L'animal et la mort, qui est une étude opérée sur à peu près 2 ans et demi, décrit cette dérive comme étant un simulacre de chasse qui a largement contribué à la dégradation profonde de l'image des chasseurs dans l'opinion publique. Au-delà de la vision politique des choses, il y a la vision de l'autorité administrative qui se veut, elle, beaucoup plus pragmatique, et notamment face aux pressions qu'elle subit et qui sont exercées par le monde agricole, qui lui-même subit des pressions, et qui va demander une intensification des prélèvements de certaines espèces, qui varient en fonction des époques. Donc dans les années 60 à 80, c'était surtout sur le petit gibier qu'étaient concentrés les efforts que demandait l'administration, et surtout le lapin. Aujourd'hui, c'est le grand gibier qui est la cible principale. Pour revenir au sujet de manière plus concrète, j'ai souhaité porter un regard sur une activité fortement implantée dans le monde rural et qui fait également régulièrement la une de la presse nationale. Pour cela, j'ai voulu observer les rapports de notre société avec cette pratique, mais également les agissements de ses praticiens. Donc, dans une première partie, je me suis intéressé à la manière dont cette pratique est observée depuis le monde extérieur, depuis l'extérieur, donc par les non-praticiens. Et tout d'abord sur l'avis des personnes qui n'ont pas forcément une opinion très tranchée sur cela. Donc par essence, leur avis et leur opinion est difficile à appréhender. En conséquence, j'ai dégagé 2 outils qui peuvent être observés, l'un comme étant un outil d'influence et l'autre comme un outil d'estimation. Ainsi, la réaction des médias nationaux et régionaux sur ce thème paraît déterminante sur le ressenti de la population, d'une part parce qu'ils ont tendance à privilégier des titres chocs afin d'attirer des lecteurs,
Et d'autre part, parce qu'au final, peu sont ceux qui abordent la gestion des espèces et la gestion des territoires. Alors par exemple, le moindre accident de chasse aujourd'hui défraie la chronique pendant plusieurs jours, et ça a conduit peu à peu à une observation, c'est que plus le nombre d'accidents de chasse diminue d'année en année, plus le sentiment d'insécurité augmente en parallèle, ce qui est assez contradictoire. A contrario, il y a des épidémies qui touchent les animaux, et elles sont rarement autant médiatisées, alors qu'elles peuvent avoir de graves conséquences sur l'économie française. Et j'ai pris là l'exemple de la peste porcine africaine, qui en 2019 est apparue à la frontière belge, et elle s'est officiellement arrêtée à la frontière, et elle présentait pourtant un risque très important pour toute la filière porcine, puisque la contagion est très importante, et le taux de mortalité est très élevé. Le second outil que j'ai désigné, ce sont les sondages, avec un résultat très variable et qui doit être estimé avec beaucoup de précautions. Tout d'abord parce que la date à laquelle ils sont posés peut poser problème en fonction des événements qui précèdent la semaine précédente, par exemple, et que la population est alors tentée de réagir plus par rapport à un sentiment plutôt qu'à une réflexion établie dans le temps. Par ailleurs, il y a une possibilité accrue de fausser le résultat de ces sondages en fonction de la manière dont sont formulées les questions, puisque ces sondages sont commandés par des institutions, donc ce sont elles qui fournissent les questions. J'ai décidé d'observer 2 sondages qui ont été effectués par deux grands organismes de sondage reconnus et qui ont été effectués à la même période, mais commandés par 2 partis différents. L'un qui a été effectué par l'Ipsos et qui a été commandé par l'association One Voice, qui est ouvertement anti-chasse, et l'autre par l'IFOP, qui a été commandé par la Fédération nationale des chasseurs. Et les résultats, l'émetteur de la commande fournit donc les questions, et les résultats obtenus ont varié drastiquement l'un de l'autre. Il y a également les sondages qui sont réalisés par les médias. Pour eux, leur viabilité est beaucoup plus incertaine, puisque la participation ne se fait que sur une simple adresse électronique. Donc chaque personne peut à ce moment-là créer plusieurs adresses électroniques et participer plusieurs fois, donc fausser les résultats. En plus de cela, ils donnent systématiquement de véritables appels au vote sur les réseaux sociaux propres à chaque camp. Donc finalement, l'avis des personnes qui ne s'y intéressent pas n'est pas ou peu entendu. Dans une seconde partie, je me suis intéressé à l'appréciation depuis l'intérieur de la pratique, et tout d'abord de la manière dont l'éthique est adaptée par certains comme une ligne de conduite interne. Donc pour les praticiens, le cœur de l'éthique à la chasse repose sur des actions et des attitudes à avoir au quotidien. On peut citer par exemple des règles implicites de prélèvement, notamment par exemple l'interdiction de prélèvement de certains animaux comme les plus jeunes. Ces règles-là, on peut être et sont toujours parfois dans certaines zones encouragées, en étant annoncées à ce moment-là au début de chaque journée de chasse par les responsables de battues ou au début de chaque saison par les responsables départementaux. Toutefois, aujourd'hui, l'explosion des populations de grand gibier conduit peu à peu les autorités administratives à restreindre, voire à supprimer ces consignes, et à en tout cas les décourager. J'ai pris là un exemple, c'est celui de l'Alsace. Alors l'Alsace est une région à réglementation particulière en ce qui concerne la chasse. Dans le schéma départemental de gestion cynégétique du Haut-Rhin, il est celui-ci interdit de donner des limitations de tir, autres que celles qu'il prévoit, et la seule qu'il prévoit, c'est l'interdiction de tirer les lémeneuses, donc ça ne concerne que l'espèce sanglier, et ce afin de ne pas désorganiser les compagnies de sangliers pour ne pas favoriser les dégâts aux cultures. Ce même schéma et ce même département encourage fortement le tir de nuit, qui est légal en Alsace, et c'est encouragé de manière plus générale sur toute la région. J'ai voulu citer également des actions qui sont faites pour promouvoir une chasse durable, et notamment celle de la Fondation François Sommer. Donc cette fondation poursuit un but de préservation et de l'utilisation respectueuse des ressources de la nature, et ce par des actions plurielles, avec tout d'abord un travail de sensibilisation du public qui est effectué par le Musée de la chasse et de la nature à Paris. Donc c'est un musée qui va présenter des œuvres d'art et des méthodes également, et l'argent récolté sert en grande partie à alimenter ce musée, notamment en rachetant des œuvres d'art dans des collections de particuliers. Cette fondation mène également des recherches scientifiques, elle organise des colloques et elle organise des recherches en France et à l'étranger. Elle finance également des thèses à l'occasion. Il y a également des formations qui sont dispensées à la destination des forestiers, des gestionnaires d'espaces naturels et des chasseurs. Un second établissement, c'est l'UNUCRE, donc l'Union nationale des utilisateurs de chiens de rouge, et celle-ci poursuit l'idée d'une fin éthique de l'action de chasse. Donc le rôle de ses adhérents et de leurs auxiliaires canins, c'est la recherche des animaux qui ont été blessés. Donc le plus souvent, ces animaux sont blessés en acte de chasse,
Et ça peut également concerner ceux qui ont été percutés par des voitures. Donc les animaux qui percutent des voitures, c'est à peu près 40 000 cas par an recensés par les compagnies d'assurance. Donc ça fait un nombre important d'animaux qui potentiellement partent blessés dans la nature. Donc l'UNUCRE cherche ces animaux avec un résultat qui va de 30 à 40% d'animaux retrouvés sur chaque recherche entreprise, ce qu'ils estiment comme étant un bon résultat comparé aux autres associations de ce type au niveau international. Donc les conducteurs de chiens de sang interviennent gratuitement sur simple appel téléphonique et ils suivent une formation pour figurer au fichier de l'UNUCRE. Ils ont un rôle important pour la fin éthique de l'action de chasse, pour ne pas laisser des animaux souffrir inutilement, alors qu'ils parfois ils pourraient être retrouvés en suivant un peu. Enfin, l'éthique de la chasse est pour moi une idée qui est très menacée aujourd'hui, notamment par l'intensification de la pression de chasse qui présente un risque non négligeable à la fois pour l'éthique de la pratique, mais également pour sa perception par le grand public. Donc au niveau éthique, premièrement, avec l'établissement de quotas à atteindre ou d'objectifs de prélèvement annuels. Donc ces quotas sont une réalité, mais ils ne sont parfois pas clairement annoncés. Ils sont fortement sous-entendus, en le sens que puisque les chasseurs indemnisent les dégâts de gibier au niveau départemental, les fédérations départementales peuvent les encourager à atteindre un certain nombre d'animaux tués par zone, en leur faisant miroiter par exemple une hausse du prix d'adhésion, ou d'autres frais qui peuvent intervenir, comme des taxes à l'hectare ou l'achat du carnet de battu qui sert à recenser les chasseurs de manière journalière. Au niveau de la perception de la pratique par le grand public, celle-ci peut évoluer négativement pour plusieurs causes. D'une part, du fait des augmentations des prélèvements d'animaux de manière annuelle et au niveau national, par une hausse de la population également et par une hausse des dégâts aux cultures. Donc les dégâts aux cultures, pour avoir quelques chiffres, ça représente 77 millions d'euros en 2020 et 80 millions d'euros en 2021 qui ont été indemnisés par les fédérations de chasse. Par les chasseurs parfois avec une intensification des journées de chasse, donc une intensification de l'occupation des espaces forestiers, qu'ils soient privés au public finalement. Donc on constate par exemple dans les départements du sud de la France une extension au mois de juin-juillet, qui n'est pas forcément très bénéfique, et une extension également au mois de mars, sur demande préfectorale. Il y a également un autre intervenant, ce sont les louvetiers. Donc c'est un nom assez ancien, et puisqu'il remonte à 812 et qu'ils ont été créés par Charlemagne, à l'époque de leur création, l'objectif c'était de protéger les populations du loup, et ils sont aujourd'hui réglementés par l'article R427-1 du Code de l'environnement. Ce sont des collaborateurs bénévoles de l'administration qui participent à des missions de service public. Donc dans les faits, ils interviennent très régulièrement lorsque les récoltes arrivent à maturité pour des missions de destruction de nuit, donc de tir des animaux de nuit. Ça demande un grand investissement, donc généralement c'est des personnes proches de la retraite ou à la retraite, puisque ça peut être en plein été par exemple 5 ou 6 nuits par semaine, donc une personne qui est active ne peut pas le faire. Et ça demande également un investissement financier certain, notamment par les frais d'essence qu'on connaît aujourd'hui ou de tout ce qui va à côté. Il y a également des conflits qui peuvent apparaître dans les interactions à l'interface monde urbain et campagne, ou monde rural. Si des conflits peuvent apparaître, c'est un autre point que j'ai souhaité développer, et notamment le manque d'entretien des friches et jachères attenantes aux habitations. Donc, ainsi, dans les départements exposés à l'aléa feu de forêt, sont apparues depuis quelques années des obligations légales de débroussaillement. Celle-ci consiste à un débroussaillement autour de 50 mètres autour de chaque habitation. Il est normalement obligatoire, mais en pratique, il est peu respecté. Et si aujourd'hui ce sont quelques départements qui sont concernés, le réchauffement climatique, et notamment les événements qu'on a connus cet été, laissent à penser que dans les années à venir, ces zones vont être étendues à d'autres départements. Donc puisqu'en pratique ils ne sont pas effectués, ça constitue pour les populations de grand gibier des zones de refuge proches des habitations, puisque sur ces zones il y a une certaine sûreté, il y a également potentiellement de la nourriture avec les jardins en zone rurale ou également les poubelles parfois. Et l'intervention des chasseurs sur ces zones est problématique, on peut le dire, puisqu'il est impossible. En effet, l'article L422-10 du Code de l'environnement prévoit qu'une zone de 150 mètres autour des habitations interdit la pratique de la chasse. Donc, en pratique, même si les habitants des habitations sont tous d'accord ou demandent par exemple l'intervention, les chasseurs n'ont pas le droit de venir. Donc ça devrait être à ce moment-là à l'administration de prendre le pas sur cette carence. Ça pourrait l'être par l'intervention des louvetiers, mais il y a un certain manque de réaction. Peut-être qu'elle est un peu frileuse en cas d'accident ou d'incident sur ces zones. Donc ce qui se fait en pratique souvent, c'est qu'il va y avoir un commun accord. Par exemple,
entre les habitants et les chasseurs. Les chasseurs vont lâcher des chiens à côté, sans armes, en espérant que l'animal est coopératif et souhaitera s'éloigner un peu des habitations. Mais le problème reste, c'est que tant que ces zones ne sont pas débroussaillées, donc tant que les habitants ne se mettent pas en conformité avec la loi, il y a des zones refuges qui apparaissent. Également, ça peut amener à une augmentation des conflits entre habitants et chasseurs, puisque si l'habitant proche de la zone où sont les animaux est d'accord pour une intervention, peut-être que son voisin, lui, ne l'est pas, et c'est là que les conflits peuvent apparaître. Pour conclure, si la question de l'éthique de la pratique dépend de chacun, l'éthique dans la pratique nécessite, elle, d'être protégée et défendue par ses praticiens, et ce par des actions qui vont au-delà du simple fait de chasser, tel qu'il est défini par l'article L420-3 du Code de l'environnement, et ces actions doivent viser à assurer la pérennité de celle-ci. Si j'ai pu en citer certaines d'actions, ce ne sont pas les seules. Il y a également, par exemple, celles qui sont entreprises pour la survie et le développement de certaines races de chiens, qui ont été entreprises pour la plupart à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui ont pour certaines races très certainement sauvé qui les ont très certainement sauvées. Il y a également l'entretien des territoires, qui aujourd'hui coïnciderait à peu près à 60 millions d'heures de bénévolat annuel, donc qui est très important. Ça intervient. Alors il y a des choses qui interviennent qui sont au profit de tous. Ça peut être le débroussaillage en bord de chemin. À ce moment-là, ça peut servir pour l'intervention des secours, par exemple. Il y en a d'autres qui le sont moins. Quand des chasseurs aménagent des postes, c'est surtout à leur avantage, évidemment. Mais 60 millions d'heures, c'est quand même pas négligeable. Et aujourd'hui, pour moi, ce développement et cet aménagement des territoires doit être pensé de manière à faire coïncider toutes les activités qui sont utilisatrices de l'environnement et de la nature, et pour éviter les incidents et les conflits d'usage. Et cet espace ces aménagements doivent aussi être pensés de manière à protéger cet espace qui est aujourd'hui soumis à de plus en plus de risques, notamment et surtout les risques naturels. En d'autres termes, c'est une gestion durable des territoires qui doit être entreprise. Je vous remercie de votre attention.